Salut à toi et bienvenue chez Gérard, le podcast qui t'apprend comment gérer l'art de faire de l'art. Écoute, je suis content de te recevoir, Bze. Je suis content d'être reçu. Écoute, première question, que j'aimerais te poser, est-ce que tout simplement déjà tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Début 89, 12 ans, début de la découverte du skate et du tag. 99, découverte de la photographie avec l'intention de faire un livre sur les milieux alternatifs, divers et variés. 2006, sortie du livre Overground. 2009, arrêt de la photographie et gros tournant sur les arts numériques, studio graphique, quelques créations pour des pochettes d'albums, quelques petites soirées de musique, des choses comme ça. Et depuis 1 an ou 2, remise à la création sur papier, retour à mes 12 ans avec du tag, de l'encre, faire des choses avec ses doigts. Voilà. Dac. Et du coup, tu parlais un peu de quand tu as commencé vers l'âge de 12 ans à l'adolescence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ton parcours? Comment est-ce que tu as commencé à faire de l'art et comment est-ce que dans ta découverte du graffiti ou du tag, tu as eu envie toi aussi de te mettre à créer? Je me considérais peut-être plus comme, pas comme un artiste, mais comme un vandale. J'écrivais mon nom dans le bus, sur les tables de l'école, sur mes chaussures, sur mes chaussettes, sur les t-shirts, partout où je pouvais l'écrire. C'était plus une démarche de communication réellement qu'artistique pure. Et je savais pas dessiner du tout, du coup je m'en restais aux lettres. Et puis après, je suis parti, j'ai fait des études de cinéma. Et c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la photographie et un autre moyen d'expression. En fait, c'est l'envie d'expression qui m'a fait créer. Et oui, voilà, où j'avais du coup avec la découverte de la photographie, il y a eu ce projet de livre. 3 ans après la sortie du livre, j'ai fait d'autres choses au niveau de la photographie, mais j'avais envie de passer à un autre outil. Et du coup, je suis passé à l'outil informatique et là, après pareil, je me suis lassé, j'avais envie de repasser à un autre outil. Du coup, je suis revenu, à l'encre, au marqueur, à la peinture, sur du papier quoi, street art atom. Voilà, j'essaye de suivre mes envies, mais ouais, je crée par envie, par besoin peut-être. Tout le protocole s'est fait assez naturellement, on va dire. Ouais, c'est ton chemin à toi, on va dire dans Oui, bah, je pense qu'on a chacun nos chemins, chacun nos compétences, et puis chacun a envie d'utiliser nos compétences à certains moyens aussi. Je pense qu'il y a des périodes, moi personnellement, il y a des périodes où j'ai envie de me mettre sur l'ordinateur, il y en a d'autres où j'aimerais me mettre à faire de la peinture en extérieur, et d'autres où j'ai envie de plus me poser sur une feuille avec un petit crayon. Donc j'agis, ouais, je vais plus à l'envie, je me force plus. Parce que on a mis de côté un petit peu le côté graphique et avoir des commandes, c'est se forcer de répondre à un certain esthétisme ou un certain univers où des fois ça colle super bien et ça va bien. D'ailleurs, on continue à faire des choses avec des gens avec qui on travaille depuis un moment, des labels de musique. Mais sinon, ouais, pas de, on se laisse totale liberté, quoi. Moi, je dis on parce qu'il y a ma femme qui est artiste aussi. Et des fois, elle m'inspire beaucoup. On travaille un petit peu ensemble, voilà, quoi. c'est top, ouais, parce que du coup, on fait tous en fait des découvertes et les découvertes qu'on fait des fois, soit on va les chercher parce que du coup ça nous intéresse, parce qu'on a entendu parler de quelque chose, soit des fois, bah, une découverte comme son nom l'indique, ça peut aussi être fait par hasard et du coup ça a eu quand même une grande influence sur ce qu'on peut, devenir, sur la personne qu'on peut être ou même sur l'art qu'on peut, vouloir pratiquer. C'est vraiment tu disais dans tes études, de cinéma où tu as vraiment là rencontré donc la photographie. Comment est-ce que tes études ont eu une influence sur ton travail, à l'époque? À la fac, c'était à la fac, en fait, j'avais des cours de cinéma, mais aussi des cours de photo. J'ai découvert l'histoire de la photographie et quelques photographes qui m'ont supra influencé, comme Bernard Plessus, un des gars qui a amené un peu le mouvement hippie et beatnik, un des gars qui a emmené un bout de cette culture en Europe, en France. Il y a Nan Goldin qui faisait des diaporamas déjantés dans les
club à New York, dans les années 80, sur des photos, de son entourage, de sa vie, de ses amis en train de mourir du sida ou de choses comme ça. Voilà, et ça, il y a des gens comme ça qui m'ont parlé, qui m'ont montré que la photographie était un art à part entière et qu'on pouvait vraiment, plonger le spectateur dans des univers, parallèles. Et le cinéma est magnifique, mais le cinéma demande, beaucoup de moyens financiers, techniques, humains. C'est très, très compliqué, très, très coûteux, très, très long et c'est voilà. Donc du coup, je suis parti sur l'idée de m'exprimer avec la photographie, en ayant l'idée très vite de faire un livre sur les milieux alternatifs, punk, hippie, techno, camion, chien, piercing, tatouage, vraiment les univers alternatifs, en Europe, dès le début des années 2000 et en me disant que, voilà, j'étais tout seul sur mon projet au début, voilà, ça dépendrait que de moi si ça va au bout ou pas, quoi. Et en fait, au final, j'ai pas fini le projet tout seul vu que ça a été accompagné, d'un texte écrit par, Tomsky avec qui on a fait un bout de route, et du coup le projet a été au bout. Du coup, c'est pour ça aussi que je pense que je m'étais fixé un objectif. L'objectif a été au bout. J'ai eu besoin de faire autre chose. Tu allé, ouais, au bout de ton projet, tu avais une idée, au début, tu vois? Et tu l'as menée à bien et après tu as voulu passer à autre chose. Oui, mais en disant que c'était vraiment un truc, de malade, hein, j'allais à la bibliothèque vers chez moi où il y avait un bouquin qui s'appelle Capital avec un K. C'était le graffiti à Paris aux éditions alternatives. J'ai pris le livre, j'ai pris ma règle, j'ai mesuré le livre, voilà, avec, des centimètres, j'ai multiplié par 2 vu que le livre est ouvert, ça fait 2 pages et je suis parti d'une base comme ça pour créer mon livre, en fait, en mesurant un livre à la bibliothèque et en créant mon livre et ça a quand même, mis, 7 ans, hein, pour paraître. Donc ça m'a pris un petit moment de ma vie, de mon temps, toute mon énergie et c'était une super expérience. Mais, ça a été, vraiment, entre l'idée où j'ai voulu faire un livre et voilà et le livre qui est sorti, il y a eu 7 ans. Les choses, faut les faire petit à petit, il faut prendre le temps de faire les choses. On ne devient pas chef cuisinier en un jour et cetera, quoi. Il faut du temps pour tout, quoi. Et on s'améliore ou on change d'esthétisme ou on voilà, c'est intéressant les choses sur la continuité, l'évolution permanente ou déjà à l'époque, j'ai fait mes premières expos photos en 99, la plupart des photos que j'ai exposées étaient taguées. J'écrivais des textes autour, de tous les tirages et l'écriture était déjà présente. En fait, maintenant, ouais, plus que du tag, je fais de l'écriture, je m'exprime avec des mots maintenant, plus avec des images. Et puis, la photographie est devenue en fait, je me suis arrêté aussi au passage de la photo numérique, quoi. Ouais, parce que tu faisais de l'argentique. Ouais, j'ai fait que de l'argentique, où il y avait vraiment un côté magique, de pas savoir ce qu'on avait pris en photo. Il y avait un côté, coûteux. Donc du coup, une photo à l'époque je faisais du film diapositive. En fait, entre, l'achat de la pellicule et le développement de la diapositive, j'en avais pour 10 francs, 1,50 € par photographie. Donc quand je prenais quelque chose en photo, j'essayais d'être efficace. J'essayais de pas prendre la même chose, 20 fois en photo pour en avoir une de bonne, comme il est très facile de faire maintenant. Puis ouais, voilà, il y avait la magie aussi d'attendre, des fois 15 jours avant de découvrir la photo qu'on avait faite. Tout le temps de repenser à ce travail-là, peut-être de l'imaginer à quoi ça pouvait ressembler pour après, avoir entre guillemets «le bébé entre les mains» quand il quand il était révélé. Ouais, voilà, tous les moyens technologiques qui ont supra-évolué entre Photoshop, entre la photo numérique, moi du coup tous les diapositives ont été numérisés, ça prenait un temps fou avec des vieilles machines Minolta. C'était, c'était une autre époque. Ouais, c'était avec, les outils de l'époque. Dans ce travail de 7 ans, donc tu as parlé, donc tu as réalisé un livre qui s'appelle, Overground. En quoi ça a consisté et quelle aventure, en fait, tu as pu, vivre, à travers ce projet-là? En fait, je suis fan de la culture alternative et underground, les périodes que je n'ai pas vécues, comme le début du mouvement punk ou, le mouvement hippie, beatnik et cetera. Et voilà et j'ai trouvé sympa, moi qui fais des recherches sur ces milieux,
j'ai trouvé sympa de retrouver, des documents, des photographies, des films sur ces époques, en fait. Et moi, j'ai voulu laisser une trace, de l'underground des années 2000, son aspect esthétique, le mode de vie en Europe de gens en camion avec les chiens, avec leurs piercings, leurs tatouages. Ouais, leur mode de vie, hein, leur manière de manger, quand je dis mode de vie, dans le livre, j'ai travaillé par double page. Il y a vraiment un inventaire, il y a une page, cuisine. Mais sauf que, c'est pas la cuisine de grands chefs, c'est une cuisine dans la squat punk, c'est une cuisine dans une communauté hippie, complètement improbable au milieu de la nature. À l'époque, je m'étais fait la remarque sur, il faut se créer d'autres mondes. Non, en fait, d'autres mondes existent déjà, il faut savoir, où ils sont et aller vivre dedans. En fait, je me suis rendu compte de ça, notamment une communauté hippie, dans le sud de l'Espagne, qui existe depuis, les années 80, qui est un sacré endroit de culture, de partage, waouh! Je me suis dit en l'an 2000, il y a ça qui existe, ouais, il y a vraiment des choses à découvrir, des fois sans même, sortir, d'Europe. Des fois, on peut aller très, très loin géographiquement et finalement avoir aucune découverte, on peut vivre des quoi, on peut, je sais pas si on peut toujours, je pense qu'on peut toujours un petit peu, et ouais, il y a des choses, pour moi, j'étais dans la découverte de culture et je voulais approfondir, autant, le milieu connaître en connaître plus sur le milieu punk que sur, le milieu techno, que hippie et dans le milieu hippie, il y a plein de tranches et chez les punks aussi et bah, voilà, tout ça m'a fasciné, leur environnement, leur, leur costume, leur, leur coupe de cheveux et bah, voilà, même leurs pieds, leurs mains, voilà, il y a dans le bouquin, au final, il y a 600 photos à peu près sur pas mal de pays, sur quelques continents, qui retracent, aussi, un bout de ma route entre 99 et 2005. D'accord, OK, ouais. C'était on peut dire un travail de sociologue, à la mi-chemin entre l'esthétisme, entre le travail d'artiste et le travail justement de sociologue de capter et de comprendre, une culture, un mode de vie. Oui, voilà et puis d'être de ouais, j'ai vécu les choses, d'être au cœur des choses. Ça me refait penser à il y a une page manifestation, parce qu'il y a quand même un roman, donc il y a une montée en puissance du héros du roman qui découvre petit à petit les milieux alternatifs et puis qui, au final, trouve un sens à partir vers une vie alternative et il est en manif et puis il y a des black blocs et j'ai fait une manif, anti-G8 à Bruxelles, il y a une vingtaine d'années en arrière, je sais plus exactement quelle date c'était quoi. Je crois que j'avais 23 ans ou 24 ans, enfin il y a un bon moment et je me suis retrouvé, au 1er rang, entouré de gens habillés en noir avec des cagoules que j'ai pris en photo et en fait sous ces cagoules, j'ai eu des sourires, j'ai quelques photos qui sont dans le bouquin et pour moi c'est la découverte des black blocs qui sont médiatisés, en Europe depuis 2 ans on va dire. Avec les gilets jaunes, tout ça, on dirait qu'il y a la naissance du mouvement Black Bloc qui existe depuis plus de 20 ans, en fait. Voilà, il y a plein de choses qui existent, que les médias mettent au jour, 10-20 ans après, mais il y a beaucoup de choses qui existent en amont de ce qu'on voit à la télé. Beaucoup de comme je disais tout à l'heure, de mondes parallèles, mais en fait, c'est pas juste des mondes parallèles, c'est des personnes qui vivent peut-être différemment et que, il y a tout un regard qu'on n'a pas forcément dessus parce que soit on le sait pas, soit on s'y intéresse pas, soit ça fait peur et généralement, l'humain, quand il y a quelque chose qui te fait peur, il a tendance à fuir ce genre de choses et justement, ton travail, toi, bah, ça permet de relier finalement, les humains entre eux, on peut dire? À l'époque, ouais, je sais pas, moi je voulais en fait, je voulais montrer ces gens, «inconnus, du grand public» entre guillemets, quoi. Ils ressemblent à ça, ils sont humains comme vous. Ils vont aux toilettes comme vous, même si c'est pas les mêmes toilettes, mais voilà, quoi. C'était juste pour laisser une trace, de ma jeunesse, j'allais dire, ou laisser une trace surtout du milieu alternatif et j'espère qu'il y en aura d'autres qui vont arriver, mais au final, depuis quelques années, il y a plus beaucoup d'alternatifs naissants. Il y a eu, après le punk, il y a eu le hip-hop, la techno, là, il y a plus rien qui se crée vraiment, quoi. On attend des choses nouvelles.
On verra le futur. Ouais, on verra le futur ou le nous futur, quoi. Ouais. Tu as parlé ensuite de tout à l'heure de ton travail après du passage, on va dire, sur le numérique, sur le travail avec l'ordinateur. J'ai noté dans ce que tu faisais aussi, d'un travail de composition d'images que tu as fait à une époque, en faisant des petites recherches, que c'est des sortes de défragmentation lexicale. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des choses très particulières, mais mes photos sont très normales. Et après, en fait, j'ai arrêté d'être sur la route en permanence et je me suis posé, dans un appartement avec, une machine à laver, une cafetière et des choses, banales, du quotidien, quoi. Donc du coup, j'ai essayé de rendre ma photographie, beaucoup moins banale et j'ai travaillé, la prise de photographie d'objets, du quotidien en rendant hommage à David Hockney, qui a fait un travail photographique, sur la chaise du Luxembourg, ça s'appelle. Et voilà, et de là, en référence à David Hockney, j'ai fait ces travails, ces recompositions, photographiques pour rendre des objets du quotidien extraordinaires. Il y a une cafetière, il y a une chaise, ouais, j'ai pris une machine à laver, j'ai pris une étagère, avec un pot de fleurs, j'ai pris quelque chose comme ça. J'ai pris un peu d'architecture aussi, mais je l'ai pas trop montré ça. Voilà, j'ai eu cette période, urbaine, et en appartement où j'ai fait ce genre de photographie. Et ce qui est intéressant dans ce que tu faisais, c'est que finalement, au final, l'objet était représenté tel quel, comme si on l'avait pris en une seule, photo. Non, non, je prenais, l'objet sur, plusieurs angles. Après, à partir de toutes les photographies, j'essayais de recomposer l'objet, quoi. C'est ça, le résultat final, c'est que, l'image, nous paraît comme si on était face à cet objet-là, sauf que qu'on voit très bien que tu as pris l'objet sous plein d'angles différents pour justement composer, pour défragmenter un peu notre vision des choses. Et c'est ça qui est intéressant avec, cette manière de faire, c'est qu'on est face à une vision normale, on va dire, tel que l'objet est face à nous, mais notre cerveau, il comprend très bien que l'image, c'est une composition d'images. Donc c'est un jeu entre, la réalité de ce qu'on voit et le travail de composition qu'il y a derrière, qu'il y a à côté. Comme je disais, je fonctionne beaucoup à l'instinct, donc c'était le moment où je faisais ça, ça me paraissait naturel de faire ça. Après, j'en ai fait un, j'ai dû en faire, une cinquantaine. Et après, ça m'a lassé, je suis passé à autre chose. Et puis, à cette époque-là, entre 99 et 2009, j'exposais, mes photographies et après, j'exposais et vendais mon bouquin. Et aussi pendant toute une période, j'ai vendu beaucoup de t-shirts, qui étaient créés à l'unité, flocage, de photographie ou de travail graphique. À l'époque où je créais le bouquin, virtuellement, ça m'est même arrivé de vendre des t-shirts avec, des pages du livre imprimées, quoi, les maquettes de pages du livre imprimées. Du coup, le mec, il avait une page du livre unique. J'ai démarché beaucoup comme ça, je sais même plus où je voulais en arriver. Oui, et du coup, exposition, du coup, frais de tirage et du coup, avec, la vente du livre, avec, qui est paru au final aux éditions alternatives, le même livre que j'avais mesuré, la même édition que je vou chez qui je voulais, quoi. Et du coup flop, quoi. Du coup flop, c'était cool, on est passé à la radio, on est passé à la télé, mais financièrement parlant, ça nourrissait pas son homme, quoi. Et du coup, sortir tout le temps de l'argent pour faire des tirages photographiques, des dernières photographies, d'acheter des cadres ou les faire contrecoller et cetera, ça a un coût et c'était compliqué. Et puis, une exposition, une invitation en Italie et cetera, donc il faut sortir des gros tirages. J'avais même pas l'argent d'aller en Italie, les photos sont parties sans moi, j'en ai eu pour super cher et au final, les photos, elles se vendaient pas forcément, quoi. Donc ça a été très compliqué et donc la photographie, elle a pour but, quoi, à l'époque en plus Instagram n'existait pas. La photographie avait pour but d'être exposée sur un mur quand même et donc bonne petite frustration, ce qui a fait, le passage au numérique pur et au travail, de commande avec, des gars pour des soirées ou des macarons pour des vinyles, ou des CD, comme ça, les images vivaient, quoi. Elles étaient diffusées à travers, sur des supports
de musique et c'était très bien, quoi. Tu as un travail un peu, qui a entre guillemets «viré» ou du moins une partie de ton travail qui était, du graphisme dans le sens où, bah, tu as pu, faire donc des pochettes de CD ou bien des vinyles. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu as, composé ces visuels? Est-ce que tu faisais ce que tu voulais ou tu discutais avec les artistes pour avoir une approche? On fonctionne à la musique, c'est-à-dire, on travaille avec pas mal de musique électronique quand même et même dans le voilà, si le gars il fait de la musique, là prochainement on travaille pour un label qui s'appelle Asile Audio. Donc tu vois, rien que le nom du label, ça frappe un petit peu, c'est du breakbeat, hyper lourd, hyper agressif, heu, donc du coup, direct, la musique elle emmène d'emblée un esthétisme qui va être, assez agressif, digital, c'est même plus de la défragmentation là, c'est un autre niveau de bugs informatiques. Et des fois, on a créé aussi pour un label, quelque chose qui était très doux. Là, j'ai réutilisé de la photographie, on a créé un lettrage très doux. La musique, va influencer, directement l'esthétisme sur lequel on va partir. Mais, du coup, je réutilise de la photographie, de voyage que j'ai en stock ou des fois c'est vraiment du digital pur. Des fois ça va être, du graffiti ou du tag, qui va être retravaillé au numériquement derrière. Il y a pas de mais là ces derniers temps, ça a été surtout de ce que j'appelle des aigutilles, ces espèces de graffiti 3D, mais très, très anguleux qui donnent, l'aspect de petits virus. Dans l'air du temps. Et oui, par rapport à ce travail justement de composition pour des vinyles ou du moins pour des groupes pour de la musique, est-ce que tu abordes un projet comme celui-ci, plus, au feeling? Ou est-ce que, par rapport à tu puises vraiment dans ce que tu as pu faire par le passé ou tu vas vraiment, chercher quelque chose d'encore nouveau? À vrai dire, là actuellement, je suis de moins en moins attiré, par l'outil informatique et je suis de plus en plus dans la découverte de matériaux, de différents pinceaux, de différentes peintures, de l'encre de Chine, de différents, supports papier. Là, je découvre les matériaux auxquels, au final, j'ai jamais eu accès, quoi. J'ai tagué sur des murs, sur des comme je dis, sur le banc de l'école, sur le bus, sur le train et cetera, mais pas sur des toiles, pas sur du papier, en fait. Et là, découverte, je dis de plus en plus, non à l'informatique. D'ailleurs, on a refusé une proposition, dernièrement. On veut travailler exclusivement pour la musique et là, on travaille qu'avec 2 labels. On recherche plus de nouvelles collaborations de ce côté-là pour vraiment se lâcher sur papier ou sur toile ou sur carton. Ce qui est, intéressant dans ton travail de composition d'images, alors que ce soit la défragmentation lexicale ou même ton travail après, en lien avec, les graffitis un peu 3D, il y a un côté un peu cubiste. Est-ce que tu vois aussi, le lien qu'il y a? Est-ce que c'est quelque chose peut-être qui t'a influencé? Ah oui, je valide complètement d'ailleurs, de cette série et y a j'ai fait un tirage qui s'appelle Guernica. Je sais pas si tu vois? Un tirage sur Dibond, tu vois? Qui donne référence un petit peu à ça, quoi. Donc oui, je confirme cette référence, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, alors pas dans ce travail, forcément que tu as appelé, Guernica, mais dans un autre de tes projets qui m'a fait penser à Guernica, c'est, Amazonia. Oui, Amazonia, bah, c'est de la même série. J'en avais fait un autre, aussi qui s'appelait Orange Juice, qui était dans la même série et ouais, Amazonia même me faisait penser un peu à Miro, moi. Ah ouais, toi, Miro? C'est marrant, enfin entre les couleurs et la composition de l'image, ça m'a fait vaguement passer enfin comme une sorte de réminiscence de Guernica, un peu comme si, tu sais des fois quand on regarde un peu un paysage à travers une vitre, où il y a des gouttes d'eau, où il pleut, ça déforme un peu les paysages qu'on voit ou ce qui passe et ça m'a fait penser un peu à ça, alors d'une manière beaucoup plus graphique, mais j'avais l'impression un peu d'avoir, cette vitre, pleine de gouttes d'eau devant le Guernica et ça a fait ton travail, en fait. Ça me fait penser à quel point Amazonia, en référence à ce qui s'est passé en Amazonie il y a pas si longtemps, mais à quel point, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'actualité, en 1 an, beaucoup de choses, négatives après, l'Australie, le covid, tout ça. Ça mène, malheureusement à des sources d'inspiration.
Depuis donc tu disais tout à l'heure, tu es repassé un peu plus sur du papier, sur de l'encre, sur des outils, tu délaisses un peu le numérique pour revenir sur une pratique, un peu plus, manuelle ou un peu plus, voilà de entre guillemets «d'atelier». Est-ce que tu peux nous parler justement de ce travail que tu mènes depuis un certain temps? Je sais pas comment ça a commencé, j'ai jamais lâché le tag, j'ai toujours, griffonné des petites choses et tout, mais de me dire: «Je vais me mettre à représenter ça», je sais pas comment ça s'est passé, ça a été de fil en aiguille, je sais pas si c'est le confinement qui m'a je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Je me suis remis à faire ça et ça fait du bien, en fait. J'ai juste fait ça pour me faire du bien, pour m'exprimer, essayer de faire des choses, graphique, ouais, graphique, dans le sens, esthétique qui me convenait. J'ai fait plein d'encre, j'ai vidé plein de stylos, j'ai usé plein de feuilles et ça m'a fait du bien et après quand on fait le tri, c'est comme en photographie, il faut faire énormément de photographies pour en tirer quelques-unes de bonnes et ou de très bonnes. La pratique, ouais, voilà, là, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de faire, quelque chose avec mon corps et en fait, j'ai eu un handicap qui a duré 3 ans, au niveau du bras gauche, mais je suis droitier, mais bon, ça m'a handicapé bien comme il faut et peut-être qu'aussi, l'après ça, refaire quelque chose avec mon corps, même si c'est que des tags, ça m'a fait du bien. Il y a peut-être aussi ça inconsciemment, là, j'ai envie de faire des choses, avec des mouvements, des vrais mouvements. Ouais, on sent le une certaine de retrouver une certaine liberté de mouvement, une liberté, voilà, par la pratique du tag, comme tu l'as fait. Et puis après sur du papier, de pouvoir faire aussi de nouvelles expériences. C'est super rigolo, c'est jouissif, justement la découverte, la découverte fait du bien. Il faut pas se donner de frontières, de limites, faut tout expérimenter, quoi. Dès qu'il y a une idée, faut essayer, quoi, si c'est possible d'essayer, quoi. J'ai envie de tremper un pinceau dans du thé ou dans du café ou dans n'importe quoi pour en mettre sur des feuilles maintenant, quoi. Même si c'est pas de la peinture, ce que je dis, il faut expérimenter, faut essayer. Donc en fait, j'essaye à fond quoi. En fait, ouais, voilà, j'expérimente, pas au quotidien mais presque, bah, il y a sur les encres que j'ai fait, j'appelle ça des encres, sur les encres que j'ai fait, il y a des petites séries, mais j'essaye d'aller de l'avant, de faire des choses un coup minimalistes, un coup, ouais, voilà, je vais de l'avant. J'y vais, je reste complètement dans la découverte et petit à petit, j'augmente mes formats par contre. Là, je suis passé sur des formats. Je travaillais jusqu'à présent que sur des encres pures. J'avais pas mal travaillé sur des photographies qui étaient sur des formats un peu plus grands. Mais là, je suis resté sur des formats A4 pendant un bon moment, pendant plusieurs mois. Et là, je passe au format A3 et prochainement, je vais passer sur des formats un peu plus grands et passer sur de la toile aussi. Mais je prends le temps. Ouais, tu expérimentes petit à petit. Oui, voilà et puis, même en tant qu'artiste, qui a besoin de vendre des œuvres aussi, j'y vais petit à petit sur ce que je fais, sur ce que je présente au public et je pense qu'il faut, dans un premier temps, trouver un public, sur des formats abordables et après peut-être augmenter, ces formats, ces techniques et augmenter les prix aussi pour avoir des collectionneurs qui pourront mettre, un poil plus, d'argent, qui seront un peu plus motivés. Voilà aussi un côté, il y a un côté d'y aller doucement, que j'ai envie de faire maintenant et que j'étais toujours dans le rapide, je pense, en amont. Je pense que c'est nouveau pour moi d'y aller dans le doucement. Ça fait du bien. Prendre son temps aussi de réfléchir et de pouvoir aussi, comment dire? D'avoir un certain recul, un certain regard aussi sur ce qu'on fait. Complètement et je m'aperçois qu'il y a des angles que je fais, que j'adore, que je laisse sécher et tout, après je laisse dans un coin et puis je les ressors 2 mois après et puis je l'aime moins et une que j'aimais pas du tout, puis au final je l'aime beaucoup et donc il y a pas de et puis je reviens dessus aussi en fait, tu vois? Je les laisse sécher, je les laisse dans un coin et puis après je reviens dessus avec une autre couleur ou avec une autre technique et après, des fois ça fait des gros plâtras. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de couleurs, c'est que des écritures, mais on n'arrive plus à lire que des lettres et voilà. Quand je considère ça intéressant ou quand ça me convient, bah, j'y présente. Mmh, ouais, c'est top. Et justement par rapport à ce travail du coup d'écriture, de lettrage,
peu de calligraphie, hein. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu aimes écrire dans ce travail-là? J'écris ce qui me passe par la tête, bon, des fois ça va être une vieille citation latine vite fait, mais après, je réécris des choses qui ont aucun sens, c'est au feeling, il y a quelques années de ça, à Paris, il y a un gars qui m'avait dit que le ciel était d'un gris acceptable et j'avais trouvé ça super beau et là, la semaine dernière ou il y a 15 jours, j'ai appelé une œuvre, «Un ciel gris acceptable» parce que c'est un mélange de bleu et de gris. Là, j'ai fait une série qui est un peu bleu, noir, gris où j'ai une que j'ai appelée, «Blue is the new black». C'est au feeling les titres ou, ce que j'écris. Mais j'essaye de prendre un petit calepin et de récupérer, des citations ou voire même des paroles dans des films que je trouve bien puissantes ou qui pourraient bien aller avec une couleur. Ça dépend. Mais je m'amuse, je m'amuse, je trouve intéressant de même le titre est un moyen d'expression pour l'artiste, donc je trouve que ce serait dommage de mettre sans titre, même si c'est pour rien dire, quoi. Après, certains, des fois, mettre sans titre parce que justement, ils veulent que l'œuvre, parle à certains ou du moins que chacun fasse sa propre histoire. Complètement, je ne critique en rien et j'ai déjà dû le faire pour des œuvres de moi-même, j'ai déjà dû faire des sans-titres. Mais, là j'essaye je te dis, je suis dans l'expression du mot, donc j'utilise des mots qui ont pas forcément sens, qui ont des fautes d'orthographe parfois, mais voilà. Mais ils sont sincères, ils sont sincères. Ouais, c'est bien. Est-ce que du coup, toi aussi, donc tu disais que tu as un calepin où tu notes un peu des expressions un peu percutantes ou Oui, oui, ça c'est une fois de plus grâce à ma femme, qui a été vraiment importante sur mon organisation. Moi qui suis pas très structuré, pas très organisé, c'est elle qui m'a donné un calepin tout simplement et qui m'a dit: «Tiens regarde, tu les phrases qui pourront te être utiles pour tes futures encres» et du coup, c'est tout bête, mais c'est une révélation d'être, un peu organisé, quoi. Ça fait du bien. ça fait du bien de s'organiser pour, créer? Voilà et du coup, dans le futur, du coup, que j'ai des petites citations et des petites phrases, choc en stock, il y aura un peu plus à dire, sur les prochaines encres. Ouais, c'est super. Est-ce que tu comptes, toi, te mettre à écrire? Dire, de la poésie ou des choses comme ça? Écrire, oui, peu importe, peut-être même que des phrases ou, dans le but après de les réutiliser dans tes encres? Non. J'ai écrit, des poésies dans le passé et comme je te disais, j'écrivais autour de mes photographies, donc des fois, j'essayais d'écrire des trucs sympas autour de mes photographies. C'était un peu de la poésie, un peu de la littérature. Mais là, non, non, ça me dérange pas du tout de reprendre des citations, ou des dictons, des choses. Là, pour moi, l'important, c'est surtout le côté graphique de la lettre, les couleurs, les formes, les angles et les arrondis. Le mot est important, mais au final, pour moi, c'est plus, un objet à regarder qu'à lire. Après, ce serait plutôt un objet à regarder et à décrypter quoi, plutôt, par rapport, des fois, aux difficultés de lecture qu'il doit y avoir. Tu offres aussi, mine de rien, de plusieurs lectures à ton travail, en quelque sorte, si on peut parler ainsi, sans faire de jeu de mots un peu pourris, mais tu offres du coup plusieurs perspectives dans la compréhension de ton travail. Bah, il y a une compréhension lexicale et il y a une compréhension, si on peut dire, graphique, ou plutôt, je donne à voir ça. Après, c'est apprécié ou pas. Après, je m'amuse quand j'ai fait Overground, la manière, dont j'ai fait les photographies étaient classiques, mais la manière dont j'ai fait la mise en page du livre, j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau et dans cette période-là, j'ai essayé de pas d'expo, pas trop de culture autre pour me parasiter et puis pour m'influencer. Alors que maintenant avec mes encres, je prends, toute influence et j'assume complètement d'avoir à être influencé par, plein de taggers, par plein d'artistes graffeurs, voilà, les références à Bisco Smith, à John Wan, soit à Sin avec les multitags, à des taggers de quartier, voilà, je fais partie d'une continuité de writers, de taggers. Je le fais à ma sauce avec mon énergie à moi et avec mes formes, et mes moyens.
J'ai remarqué aussi, dans ta manière de composer tes encres ou après c'est peut-être, tout à l'heure tu parlais du format du papier, il y a beaucoup de formats portraits. Est-ce que ce format-là est venu un peu par hasard ou est-ce que c'est vraiment un choix dans ce que tu as fait? Ah, je pense que c'est aussi, la continuité de la photographie que j'ai fait, quoi. Pour moi, une photographie, c'était, certes de la lumière, et le sujet, mais c'était, avant tout un cadrage, quoi. Cadrer, qu'une image soit équilibrée au niveau de la lumière, au niveau des contrastes, au niveau de qu'est-ce qui est intéressant. Après là, sur mes encres, ça reste très central, comme de la photographie, classique, quoi. J'allais dire, toute image en une photo, tu peux la découper en 9, toute la plupart des photographies, tu peux les découper en 9. Là, la plupart de mes encres, je pense, que tu peux les découper en 9 aussi, quoi. C'est classique, mais pour moi, je sais pas, le cadrage, je dis le cadrage, c'est la photographie. Après, une œuvre, elle est cadrée ou elle est décadrée, hein. J'aime beaucoup les décadrages et ouais, mais le cadrage, le choix de son cadrage est important. Donc sur les encres, pour l'instant, je fais des choses qui sont vraiment, et j'essaye de moi qui étais, dans l'oblique, dans le tordu là, de finalement de faire des choses assez centrales. Tu évolues aussi en fonction de tes perspectives ou du moins des choses que tu vois et tu donnes aussi, l'occasion de se rendre compte que, le point de vue en fait, peut changer avec le temps et le point de vue, d'une œuvre aussi c'est important aussi, comme point de départ. Complètement, hein, comme tu dis, on change, de point de vue au quotidien, au fil de ses humeurs, je suis sûr que le matin, on sera pas réactif à la même musique que le soir, et cetera. Donc pareil pour ce qu'on va donner à voir à notre œil, quoi. Après, il y a des œuvres, qui font bien à la maison, des œuvres pop, avec des couleurs un petit peu, de l'enfant, j'allais dire, un peu pastel et tout. À chaque pièce de la maison, à chaque univers, il y a des œuvres qui s'adaptent. Voilà, j'aime beaucoup harmoniser les choses par couleur. Des fois, il y a sur la thématique bleue, il va y avoir 3 artistes qui ont travaillé sur le bleu et ça va être intéressant de voir ces 3 œuvres en même temps ou machin. J'aime bien fonctionner comme ça sur Instagram que j'utilise un petit peu, d'essayer de faire des suites logiques dans la colorimétrie. Ouais, parce qu'il y a des œuvres qui fonctionnent bien entre elles, donc sur Instagram, c'est pareil. Tu vas pas mettre, des œuvres que tu trouves qu'elles ont pas le même répondant l'une à côté de l'autre, tout ça. Après dans l'intérieur, c'est pareil, je trouve. Ouais, tu parlais tout à l'heure, tu t'organises un peu plus qu'avant. J'essaye de structurer, ouais. Ça permet de pouvoir aussi, rediriger son énergie, comme dans la création et de pouvoir la développer d'une autre manière encore. Comme tu dis, et puis il y a l'espace aussi, hein, l'espace pour faire de la bombe ou des toiles, avoir un intérieur, tout ça. Des complications, matérielles, et d'espace, des fois. Merci, hein. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Tube Galerie? Bah, Tube Galerie, j'ai fondé Tube Galerie fin 2018. Tube Galerie expédie beaucoup de tubes, avec, des éditions d'artistes, signées, numérotées. Tube Galerie, une galerie d'art en ligne, Tube Galerie, donner une âme à vos murs. Tube Galerie, conseil en art, conseil en achat et en vente, d'œuvres d'art. Accès street art, art contemporain. Est-ce que c'était une volonté de ta part, au départ d'avoir une galerie en ligne par rapport à une galerie, on va dire, plus physique avec un lieu d'exposition? Non, ça a pas été une volonté de ma part, mais ça s'avère, qu'à l'heure où on est, c'est bien plus facile, bah, en fait, j'aurais pas eu les moyens, de monter, financiers, d'avoir une galerie, hein, avec des murs et pouvoir accrocher des choses aux murs et de faire des vernissages, tout ça, j'aurais pas eu les moyens de faire ça, dans des endroits intéressants. Donc ça s'est passé en ligne et en ligne, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment une diffusion, à l'international. Du coup, c'est très intéressant. On n'est pas dans un seul quartier, on se retrouve à l'échelle internationale directe. Donc l'ouverture est super intéressante, elle me stupéfie moi avec, les années qui passent, j'en vois énormément d'artistes américains aux États-Unis. Je vends des artistes portugais au Portugal et je vends pas mal d'artistes français en France. Et ça, je trouve ça assez hallucinant, que même de la part des collectionneurs, il y ait très peu d'ouverture, alors que moi, j'essaie de travailler à l'international. Bah, si dernièrement, j'ai vendu des Black Laura
en Nouvelle-Zélande, donc j'étais bien content. Mais, il y a une ouverture, culturelle qui est pas quoi, liée au à la collection, qui est pas équitable, suivant, les régions du monde et voire même à l'échelle de la France, je trouve ça la plupart de mes collectionneurs sont, en région parisienne et j'ai quelques collectionneurs dans d'autres régions, mais c'est très, très peu et très, très rare sur, mes pourcentages. Donc j'étais très surpris, moi qui suis basé en Rhône-Alpes, de voir qu'il y a vraiment très peu de gens qui passent à l'achat d'œuvres d'art, en région. Je parle même pas d'argent, je parle pas de choses chères, je parle de choses qui peuvent débuter à 100 € machin, qui sont même dans les tarifs moindres, je vends essentiellement, en Île-de-France et à l'étranger. C'est pour ça que moi, à l'époque, j'ai tourné au t-shirt, comme tu disais, qui était le moyen de diffuser une image, pour pas cher et de faire de la com, en fait et d'être, avec quelque chose d'utile, que ce soit un tote bag ou un t-shirt ou un autre support et moi, depuis que j'ai ouvert la galerie, en amont, moi, j'ai fait une quarantaine d'expos en galerie en dur ou sur des lieux d'exposition. Moi, je vends beaucoup plus en ligne qu'en galerie, hein. Et la galerie est arrivée aussi, avec mon handicap, en fait. Ça a été tout un rythme de vie qui s'est effondré et qu'il a fallu reconstruire et ça s'est reconstruit avec, une galerie, en fait. Ouais, c'était un besoin que tu avais de vraiment d'ouvrir cette galerie? Ah, c'était un besoin, c'était pas le choix, quoi, parce que, mes aptitudes physiques, étaient pas terribles, avec l'handicap au bras et du coup, il fallait que moi, j'avais besoin de manger, en fait, et j'avais besoin il fallait que je travaille, quoi, direct, que ça parte direct, quoi, donc mes compétences, elles étaient dans un réseau d'artistes que j'avais, d'être artiste moi-même et donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Ça a été ouais, ça s'est fait comme tout le reste, j'ai envie de dire d'une manière, au final, très naturelle, quoi. Je me suis pas posé trop de questions, j'ai foncé là-dedans, quoi. OK, OK, c'est cool, hein. Comment est-ce que tu choisis, les artistes avec lesquels, tu travailles ou ceux que tu veux représenter? C'est au feeling esthétique des pièces, en fait. Je fonctionne avec, quelques artistes qui sont forcément, des stars, des must-have, que tout le monde connaît, comme Obey ou, comme John One ou plein d'autres, mais, ça va être, au feeling. Il y a des pièces, même si ce sera une pièce de John One ou d'Obey qui vont pas m'intéresser parce que je trouverais moins esthétique que d'autres pièces, quoi. Donc c'est vraiment une question de feeling et puis aussi d'opportunité parce que c'est pas toujours facile d'avoir des pièces, les pièces qu'on voudrait, quoi. C'est un peu au feeling de comment on peut faire des partenariats avec les artistes et puis de ce qu'ils ont disponible et puis, là avec le covid aussi pareil, ça a bouleversé, pas mal d'expositions et de productions. Je pense notamment, nous, on est bien diffusé des œuvres sur skateboard et là, avec le covid, le marché du skateboard a pris un gros coup et à tel point que, des éditions, qui auraient dû sortir, bon, il y a des éditions qui ont, 9 mois de retard, quoi. Les éditions de Monsieur André notamment qu'on attend depuis plus de 9 mois et voilà, le covid a vraiment fait beaucoup de mal, même à la production, des œuvres d'art, en fait. Donc il y a des choses qui sont un petit peu décalées, donc c'est vraiment au feeling et de partenariat avec, quelques boîtes américaines et puis voilà. Et puis aussi de découvertes, comme avec In The Hoop, dernièrement, qu'on représente depuis quelque temps, artiste, mosaïste, lyonnais et voilà. C'est quoi ta définition d'un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui crée ou qui a des pensées artistiques ou qui crée des choses. Même quelqu'un qui crée des choses, c'est un artiste, un gars qui crée des ordinateurs, un gars qui crée n'importe quoi, c'est un artiste, un mécanicien, un gars qui est capable de créer un moteur de voiture, c'est un artiste, un artiste, c'est quelqu'un qui crée, et puis, forcément, avant de passer à l'acte, il a forcément créé, par la pensée, donc voilà, c'est quelqu'un qui crée, tout simplement. Il y a plein de beaux artistes, qui sont moins artistes que certains gars sur des chantiers, que certains paysagistes et cetera, quoi. Super, super. Si tu pouvais collaborer avec un artiste aujourd'hui décédé pour réaliser une œuvre, tu choisirais qui?
À Basquiat, forcément, Basquiat, partager un spliff, partager une toile si je peux, regarder, poser un petit tag à côté d'une de ses têtes, à côté de son Samo. Cool, excellent. Est-ce que tu as un conseil ou des tips à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une pratique artistique? Faut y aller à fond, faut pas kicker, faut créer, faut s'amuser, faut pas hésiter une seule seconde à avoir une pratique artistique. Après, vivre de sa pratique artistique, c'est complètement autre chose. Il faut pas se lancer dans une pratique artistique en se disant, «Je vais vivre de ma pratique artistique». Il faut se lancer dans une pratique artistique et peut-être qu'un jour, on en vivra un peu. Parce qu'une pratique artistique, c'est une pratique artistique. Créer, pour se faire du bien. Et des fois, de la création qui fait du bien, il émerge des choses sublimes, des choses qu'au bout d'un moment, faut montrer au public. Et après, du coup, ça peut devenir, de la pratique artistique peut naître une œuvre qui est diffusée et vendue. Et je trouve que c'est vachement intéressant, comme pour le tag, comme pour la photographie. Pour moi, c'est l'essence, quand c'est finalement, diffusé. Et actuellement, avec les réseaux sociaux, c'est super intéressant qu'on puisse diffuser, tous ces travaux artistiques. Voilà. OK, cool, cool. Est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir? Feuf, à faire découvrir, Interview Nef, elle a plus à dire. ouais, Nef, ouais, voilà, Nef. Alors, si j'ai une artiste à vous faire découvrir, c'est Nef. Voilà. En fait, c'est évident, quoi. C'est évident, c'est Nef. Qui d'autre que ta femme? Voilà. Qui n'est d'autre que le Nef de Nef et Bzeux, studio graphique, qui est aussi une artiste à part entière et qui, elle, est une belle artiste qui vient des beaux-arts. Et c'est drôle, les perceptions de qu'est-ce que l'art, qu'est-ce qu'une œuvre d'art, qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'une expression, une pratique artistique, tout ça, c'est super intéressant. Et du coup, c'est sans fin, quoi. Il y a plein de jeux, d'amusement à faire avec, comme je disais, avec tous ces matériaux, avec toutes ces techniques accumulées, avec le mélange de dessins, de tags, de peinture abstraite, de taguer de la peinture abstraite sur une photographie ou de, tout est possible. Et même des fois avec peu de moyens, donc il faut y aller gaiement. Et Nef, voilà, pratique artistique multiple, mais aussi grosse dédicace parce qu'elle, c'est maintenant elle qui accumule de pas pouvoir utiliser sa main droite depuis quelques mois maintenant, alors que elle est dessinatrice et elle utilise sa main droite, donc elle peut plus travailler. Donc moment un peu particulier pour un artiste aussi qui a un corps et qui a besoin de son corps pour pouvoir s'exprimer, quoi. Donc faites attention à votre corps, quoi. Merci à Bzeux d'avoir partagé sa manière de faire de l'art. Tu peux retrouver son travail sur Facebook en cherchant Bzeux from the Land, et j'espère que tu as apprécié mon accent anglais, et aussi sur Instagram en suivant son compte bzeux.artist. Merci aussi à Nef d'avoir fait entendre sa voix, et n'hésite pas à aller la suivre sur les réseaux nef.artist, notamment sur Instagram. Et sinon, si tu te demandes pourquoi Bzeux s'appelle Bzeux, eh bien c'est parce que... Merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir Gérard, n'hésite pas à mettre une note à l'épisode, à le commenter et à le partager autour de toi et sur les réseaux. Pour ne rien rater de l'actualité de Gérard, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et aussi sur le site internet gerardpodcast.wordpress.com. Tu peux aussi nous soutenir en visitant la boutique Gérard Podcast sur Spreadshirt. C'était Sébastien de Gérard et je te donne rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois pour un nouvel épisode. Bisous bisous.